Le chef des Crips réagit à sa condamnation à mort. Le silence dans la salle d'audience 317 du palais de justice de Hartford était si complet qu'on pouvait entendre le bourdonnement des ventilateurs au plafond. C'était le 14 mai 2023, une date qui serait bientôt gravée dans la mémoire nationale. Le juge Douglas Vance ajusta ses lunettes et regarda Dion Sledge Moreno, le prévenu debout devant lui. À 32 ans, Sledge avait la posture d'un homme beaucoup plus âgé, ses épaules légèrement voûtées sous le poids de sa combinaison orange. Le jury avait rendu son verdict 2 semaines plus tôt. Aujourd'hui n'était qu'une formalité, le jour de la sentence. Que le prévenu se lève, entonna le juge Vance, sa voix portant la gravité étudiée de quelqu'un qui avait prononcé des centaines de sentences auparavant. Les caméras positionnées dans toute la salle d'audience se concentrèrent sur Sledge alors qu'il se levait lentement. Son visage restait impassible, presque serein. Ceux qui le connaissaient auraient peut-être remarqué le léger plissement autour de ses yeux, le seul signe visible d'émotion. Dion Moreno, ayant été reconnu coupable de meurtre au 1er degré dans la mort de Franklin Doyle, ce tribunal vous condamne à la peine de mort par injection létale. La galerie resta immobile. Les condamnations à mort n'étaient pas courantes dans le Connecticut, mais cette affaire avait captivé la nation pendant des mois. Le meurtre brutal d'un homme d'affaires éminent, prétendument ordonné par un ancien prodige musical devenu chef de gang. Tous les éléments d'une tragédie trop captivante pour être ignorés. Le juge Vance continuait de lire le document officiel de condamnation, mais quelque chose changea dans la salle. Il y eut un changement d'énergie, subtil au début, puis indéniable. L'avocate de Sledge, Carla Rivas, sembla le sentir aussi. Elle jeta un coup d'œil à son client, remarquant que sa main droite bougeait lentement à l'intérieur de sa manche. L'officier de la cour Thomas Reed affirmerait plus tard qu'il n'avait jamais rien remarqué. D'inhabituel. Les détecteurs de métaux fonctionnaient. Le prévenu avait été fouillé. L'impossible se produisait quand même. Quand le juge Vance eut fini de parler, il demanda à Sledge s'il avait des derniers mots avant d'être emmené pour attendre son exécution. « En fait, votre honneur », répondit Sledge, sa voix étonnamment ferme. « Je pense que nous avons tous entendu assez de mots dans cette salle. » Ce qui se passa ensuite ne prit que 7 secondes. La main de Sledge émergea de sa manche, tenant ce qui semblait être un petit pistolet. Il bondit par-dessus la table de la défense avec une agilité surprenante, se dirigeant vers l'estrade avant que quiconque puisse réagir. 2 marshals fédéraux atteignirent leurs armes, mais se figèrent quand Sledge se positionna derrière le juge Vance, le pistolet pressé contre la tempe du juge. La salle d'audience explosa dans le chaos. Les gens plongèrent sous les bancs. Les journalistes se bousculèrent pour obtenir de meilleurs angles pour leurs caméras. Les marshals gardèrent leurs armes braquées sur Sledge, mais ne pouvaient risquer un tir. « Tout le monde reste calme », annonça Sledge, sa voix tranchant à travers la panique. « Personne n'a besoin d'être blessé aujourd'hui. » Le juge Vance resta étonnamment composé, ses yeux écarquillés mais sa respiration contrôlée. « Monsieur Moreno, » dit-il doucement, « cela n'améliorera pas votre situation. » L'ébauche d'un sourire traversa le visage de Sledge. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, ma situation ne peut pas être pire que le couloir de la mort. » À l'extérieur de la salle d'audience, les unités d'intervention de la police s'assemblaient déjà. À l'intérieur, les caméras des réseaux continuaient de tourner, diffusant la scène à des millions d'Américains qui regardaient avec une incrédulité stupéfaite leur programme de l'après-midi interrompu par des alertes d'information. « Je veux être très clair », continua Sledge, s'adressant à la fois à la salle et aux caméras qu'il savait tout capturer. « Il ne s'agit pas d'échapper à la justice. Il s'agit de révéler ce que la justice est devenue. » Personne ne comprenait encore ce qu'il voulait dire par ces mots. Personne ne savait que ce moment dramatique n'était pas un acte de violence désespérée, mais le début de quelque chose de beaucoup plus calculé. Et personne, ni les journalistes, ni la police, ni le juge Vance lui-même, n'aurait pu deviner que le pistolet pressé contre la tête du juge mènerait à des révélations qui ébranleraient les fondements mêmes du système judiciaire. Carla Rivas regardait son client avec horreur. Qu'avait-elle manqué? Que préparait-il? Et plus troublant encore, comment?
Un homme fouillé plusieurs fois avait-il réussi à introduire une arme dans l'une des salles d'audience les plus sécurisées de l'État? La réponse s'avérerait bien plus troublante que la question. 6 mois plus tôt, Carla Rivas était assise dans son bureau exigu du service des défenseurs publics, regardant le dossier qui venait d'atterrir sur son bureau. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de sa tête, tandis que la pluie tapait contre sa fenêtre, créant une bande sonore mélancolique pour ce qu'elle savait déjà être une bataille perdue d'avance. « Dion Sledge Moreno », murmura-t-elle, feuilletant les documents préliminaires. Le nom était familier même pour quelqu'un qui essayait d'éviter les gros titres sensationnalistes qui dominaient les informations locales. Un ancien prodige musical qui s'était d'une manière ou d'une autre transformé en l'un des chefs de gang les plus notoires de Hartford. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. Sandra, l'administratrice du bureau, passa la tête par l'entrebâillement. « Je connais ce regard, Carla. Tu penses à passer ton tour sur celui-ci » Carla soupira, passant une main dans ses cheveux. « Sandra, regarde ça. Le bureau du procureur construit cette affaire depuis 2 ans. Ils ont des témoins, des preuves circonstancielles et un public qui a déjà décidé qu'il est coupable. C'est un suicide politique de le défendre et un suicide juridique de penser que nous pouvons gagner. » Sandra entra complètement dans le bureau, fermant la porte derrière elle. « C'est exactement pourquoi Moreno a besoin de toi, pas d'un des genoux tout juste sortis de la faculté de droit. Tu es la meilleure que nous ayons. » « Ce n'est pas dire grand-chose, » répondit Carla, mais elle retournait déjà à la première page du dossier. Sa curiosité piquait malgré elle. L'affaire semblait simple en surface. Franklin Doyle, un promoteur immobilier de 45 ans, avait été retrouvé abattu dans sa voiture dans un parking désert. Des images de vidéosurveillance montraient une silhouette ressemblant à Sledge à proximité, peu avant l'heure, estimée de la mort. 3 témoins de l'organisation de Sledge s'étaient manifestés, affirmant qu'il avait ordonné le coup après que Doyle ait refusé de renoncer à développer une propriété sur son territoire. C'était le genre d'affaire qui faisait saliver les procureurs, suffisamment médiatisés pour faire des carrières, avec un accusé que le public était prédisposé à diaboliser. « Il y a autre chose, » dit Sandra tranquillement, tendant un dossier mince qui n'était pas avec le dossier principal. « Eleanor Moreno a appelé le bureau ce matin. Elle te demande spécifiquement. » Eleanor Moreno, la mère de Dion, officier de police à la retraite, 23 ans de service. Carla ouvrit le dossier pour se retrouver face à une photo d'une femme au visage sévère en uniforme de police, debout à côté d'un adolescent tenant un prix musical. Le contraste entre cette image et la photo d'identité judiciaire dans le dossier principal était saisissant. « Elle dit qu'il y a plus dans l'histoire », ajouta Sandra. « Elle dit que son fils est victime d'un coup monté. Ils disent tous ça. C'est vrai. Mais ils n'ont pas tous des mères qui ont servi avec distinction dans les forces de l'ordre pendant plus de 20 ans. » Carla fixa la photo, se sentant attirée par la fierté évidente dans les yeux d'Eleanor alors qu'elle se tenait à côté de son fils. Que s'était-il passé entre ce moment et maintenant? Plus tard cet après-midi, Carla était assise dans une petite salle d'entretien au centre de détention, attendant son client potentiel. Quand la porte s'ouvrit, l'homme qui entra semblait plus petit que sa réputation ne le suggérait. Sans la vantardise dépeinte dans la couverture médiatique, Sledge n'était qu'un homme dans une combinaison orange, avec des yeux fatigués et des épaules qui portaient un fardeau invisible. « Madame Rivas, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. « J'apprécie que vous soyez venue, mais je devrais vous dire d'emblée, je n'ai pas d'argent pour un avocat privé. Je fais partie du service des défenseurs publics, Monsieur Moreno. Si je prends votre affaire, c'est l'État qui me paie. » Elle fit une pause, l'étudiant. « Mais j'ai besoin de savoir pourquoi votre mère m'a spécifiquement demandé. » Quelque chose changea dans son expression. Une lueur du charisme qui avait, dit-on, attiré tant de jeunes hommes dans son organisation. « Parce que vous êtes la seule à avoir fait tomber le détective James Holloway au tribunal, » répondit-il. « Et Holloway est celui qui a monté cette affaire contre moi. » Carla sentit un frisson la parcourir. 3 ans plus tôt, elle avait exposé l'inconduite d'Holloway dans une affaire de drogue, entraînant l'annulation de l'affaire. Le détective ne lui avait jamais pardonné,
et elle avait ressenti le ressentiment de ses collègues depuis. « Cela ne signifie pas que je peux le refaire, » dit-elle avec prudence. « Non, » acquiesça Sledge. « Mais cela signifie que vous pourriez être prête à examiner des preuves que d'autres ignoreraient. » Il se pencha en avant, baissant la voix. « Madame Rivas, j'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier, mais je n'ai pas tué Franklin Doyle. Et je pense que si vous commencez à poser les bonnes questions, vous découvrirez qui l'a fait et pourquoi ils sont si déterminés à me le faire porter. » En retournant à sa voiture ce soir-là, Carla ne pouvait se défaire de l'impression qu'elle manquait quelque chose de crucial. La pluie s'était arrêtée, mais l'air nocturne semblait lourd de vérités non dites. Elle n'avait pas officiellement pris l'affaire encore, mais elle savait déjà qu'elle le ferait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa décision la placerait finalement au centre d'une conspiration qui dépassait de loin une simple affaire de meurtre, et que la violence apparente de son client au tribunal ne serait que le début d'une histoire qui était tout sauf simple. Le centre communautaire de Westside bourdonnait d'activité, tandis que Dion Moreno, 17 ans, ajustait le microphone. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant les visages impatients des enfants du quartier qui s'étaient rassemblés pour le spectacle annuel de talent. Au premier rang était assise Eleanor Moreno dans son uniforme de police venant directement de son service. La fierté irradiait d'elle alors qu'elle regardait son fils se préparer à jouer. C'était Dion avant qu'il ne devienne Sledge, narrait Michael Reeves, journaliste d'investigation vétéran, tandis que des images d'archives défilaient à l'écran. Un pianiste et compositeur doué dont les compositions attiraient déjà l'attention des écoles de musique à travers le pays. Les images montraient le jeune Dion jouant un morceau de jazz complexe, ses doigts dansant sur les touches avec le genre de talent naturel qui ne s'apprend pas. Le public était fasciné, particulièrement un recruteur de talent du Berklee College of Music qui était venu spécifiquement pour l'entendre jouer. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé, poursuivit Michael, sa voix baissant. Et tout a été capturé par les caméras de sécurité du centre communautaire. Les images granuleuses montraient la performance interrompue par le fracas des portes forcées. Des policiers en tenue tactique ont pris d'assaut la salle, criant des ordres qui ont provoqué les cris des enfants et la ruée des parents cherchant à se mettre à l'abri. Les officiers, agissant sur un tuyau anonyme concernant une activité de gang, avaient fait une descente au mauvais événement. Dans le chaos, la caméra a saisi Dion figé devant le piano, les mains levées. Eleanor s'est précipitée vers lui, son uniforme là, faisant ressortir dans la foule paniquée. L'officier Moreno a pris une décision cruciale à ce moment-là, expliqua Michael sur les images. Elle a choisi d'être d'abord une mère, ensuite un officier de police. La vidéo montrait Eleanor se plaçant entre son fils et ses collègues, s'identifiant comme membre des forces de l'ordre, tout en exigeant qu'il recule. Des mots furent échangés, des mots que la vidéosurveillance ne pouvait pas capturer, mais que des témoins décriraient plus tard comme Eleanor, accusant ses collègues de profilage racial et de force excessive. 3 jours après, l'incident, l'officier Eleanor Moreno a été suspendu en attendant une enquête, déclara Michael, alors que l'écran montrait des coupures de journaux documentant les répercussions. La raison officielle était insubordination et entrave aux opérations policières, mais selon des initiés du département qui ont parlé sous couvert d'anonymat, le message était clair. La loyauté envers l'insigne aurait dû passer avant la loyauté envers son fils. Le documentaire passa à Eleanor assise dans son modeste salon, plus âgée maintenant, ses yeux portant le poids des années intervenues. Ils m'ont transféré au pire secteur de la ville après la fin de ma suspension, dit-elle doucement. Chaque nuit, je travaillais parmi les gangs les plus dangereux, répondant aux appels les plus volatiles. Mon renfort était toujours accidentellement retardé. Le message n'était pas subtil. Ils espéraient que je démissionnerais. Ou pire, l'écran passa à des vidéos familiales montrant Dion dans les mois suivant l'incident. Sa musique avait changé, devenant plus sombre, plus politique. La transformation était visible aussi dans son comportement, l'expression ouverte et pleine d'espoir, remplacée par quelque chose de plus dur, plus méfiant. Je n'ai pas pu le protéger de ce qui s'est passé, poursuivit Eleanor, et je n'ai pas pu le protéger de ce qui a suivi.
Ce qui a suivi était documenté dans les dossiers scolaires et les rapports de la justice pour mineurs. Dion, autrefois, destiné à des bourses musicales, a commencé à sécher les cours. Sa première arrestation est survenue 3 mois après l'incident du centre communautaire. Une accusation mineure pour intrusion qui a été rejetée par la suite. Mais cela a marqué le début d'un schéma. Le quartier changeait aussi. Narrait Michael sur des images du quartier West Side de cette période. Des promoteurs avaient commencé à acheter des propriétés, forçant les résidents de longue date à partir. La gentrification arrivait et avec elle, des tensions croissantes entre l'ancien et le nouveau. Le documentaire montrait des extraits de réunions communautaires où des promoteurs, dont Franklin Doyle, présentaient des plans pour des condominiums de luxe et des espaces commerciaux haut de gamme. Au fond d'une salle de réunion, on pouvait voir un Dion adolescent regardant attentivement, son expression indéchiffrable. À 19 ans, Dion avait adopté le surnom de Sledge et rassemblé un groupe de jeunes déplacés, expliqua Michael. Mais contrairement aux descriptions médiatiques ultérieures, ses premières activités n'étaient pas des opérations de gang typiques. Des témoins les décrivent plutôt comme de l'organisation communautaire, parfois conflictuelle, mais axée sur la préservation de l'identité du quartier et la prévention des déplacements. L'écran montrait des images de Sledge menant des manifestations contre les expulsions, organisant des nettoyages de quartier, et plus controversé, intervenant lorsque la police interagissait avec les résidents locaux. Son charisme naturel, autrefois destiné aux salles de concert, commandait maintenant les coins de rue. Le système a échoué, Dion, dit Eleanor dans son dernier segment d'entretien. Mais Dion n'est pas simplement tombé, il a été poussé. Et une fois qu'ils avaient créé leur parfait méchant, ils avaient besoin qu'il reste ainsi. Le documentaire s'arrêta sur une image partagée. Le jeune Dion au piano juxtaposé avec Sledge lors d'une manifestation communautaire des années plus tard. La transformation était complète, mais la question sous-jacente restait sans réponse. Sa chute était-elle inévitable ou orchestrée? Et peut-être plus important encore, qui avait à gagner de la transformation d'un prodige musical en chef de gang le plus tristement célèbre de Hartford? La salle d'épreuve du département de police de Hartford était cliniquement éclairée et méticuleusement organisée, avec des rangées d'étagères métalliques contenant les vestiges physiques d'innombrables crimes. Vanessa Wright, une ancienne technicienne de scène de crime avec 16 ans d'expérience, se déplaçait avec une efficacité pratiquée en Saint-Issos, guidant Michael Reeves à travers les protocoles qu'elle avait autrefois suivis quotidiennement. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point la chaîne de possession est cruciale, expliqua-t-elle, sa voix portant le léger enrouement de quelqu'un qui avait témoigné dans des centaines de procès. Chaque élément de preuve dans une affaire comme celle de Moreno serait enregistré, étiqueté et suivi. Toute rupture dans cette chaîne peut compromettre une affaire entière. Michael acquiesça, prenant des notes en marchant. Après 3 semaines d'enquête sur l'affaire de Sledge, il avait finalement obtenu cet entretien grâce à un ancien collègue qui lui devait une faveur. Vanessa avait quitté le département 2 ans plus tôt pour enseigner la criminalistique au collège communautaire, un changement de carrière qu'elle décrivait comme nécessaire pour ma santé mentale. Vous avez examiné les preuves médico-légales dans le meurtre de Doyle? Demanda Michael. Pas officiellement. Je suis parti avant que l'affaire n'aille en procès. Vanessa s'arrêta de marcher, vérifiant qu'ils étaient seuls. Mais j'étais la technicienne principale sur la scène de crime initiale. Et ce que j'ai recueilli ne correspond pas à ce qui a été présenté au tribunal. Michael ressentit la montée d'adrénaline familière qui accompagnait une percée potentielle. Pouvez-vous élaborer? La trajectoire de la balle, pour commencer. Vanessa utilisa ses mains pour démontrer. D'après la blessure, d'entrée et la position du corps de Doyle, le tireur mesurait environ 1,70 m. Sledge mesure 1,90 m. Doyle aurait-il pu être dans une position différente de ce qui a été rapporté? Peu probable. Le motif des éclaboussures de sang correspondait à sa position, assise droite dans le siège du conducteur lorsqu'il a été abattu. Nous avons également récupéré des empreintes partielles sur la poignée de la porte côté passager qui était trop petite pour correspondre à la taille de la main de Sledge. Elle fit une pause.
Ces empreintes ont mystérieusement disparu du registre des preuves. Michael fronça les sourcils. Y a-t-il une possibilité que ce soit une erreur d'écriture? Vanessa lui lança un regard qui communiquait clairement ce qu'elle pensait de cette théorie. Il y a aussi les images de vidéosurveillance. Le parking avait 16 caméras. L'accusation n'a utilisé que les images d'une seule. Le seul angle qui montrait quelqu'un ressemblant à Sledge, entrant dans la structure. Les 15 autres caméras, qui auraient montré qui d'autre était présent, ont été signalées comme dysfonctionnelles cette nuit-là. Les 15 caméras ont échoué simultanément? Exactement. Et voici ce qui me dérange vraiment. Il y avait un enregistrement audio du téléphone de Doyle. Son dernier appel a été enregistré sur sa messagerie vocale. J'ai personnellement inscrit cet enregistrement dans les preuves. Sa voix baissa. Cet enregistrement a également disparu. Ils atteignirent une porte verrouillée au bout du couloir. Vanessa passa sa vieille carte d'identité, qui fonctionnait étonnamment toujours, et conduisit Michael dans une petite pièce avec des terminaux informatiques. C'est ici que nous enregistrons tout numériquement, expliqua-t-elle, s'asseyant à un terminal et entrant ses identifiants. Je ne devrais plus avoir accès, mais l'informatique a toujours été en sous-effectif. Voyons si je peux trouver les formulaires d'admission originaux pour l'affaire Doyle. Après plusieurs minutes de recherche, l'expression de ça, Vanessa se durcit. Ce n'est pas possible. Qu'y a-t-il? Les registres originaux ont été modifiés. Selon ceci, je n'ai jamais enregistré d'enregistrement audio ni ses empreintes partielles. Elle pointa vers l'écran. Voyez ce horodatage. Il montre que l'entrée a été modifiée 2 mois après, que j'ai recueilli les preuves. Par le détective James Holloway. Michael fit immédiatement le lien. Le même détective qui a mené l'affaire contre Sledge. Et le même détective qui a eu de nombreuses plaintes de falsification de preuves rejetées au cours de sa carrière. Vanessa se leva, brusquement. Nous devrions partir. Je n'aurais pas dû accéder à ceci. Alors qu'il quittait le bâtiment, Michael remarqua comment Vanessa vérifiait ses alentours, son langage corporel tendu. Dans le parking, à l'abri des caméras de sécurité, elle lui tendit une petite clé USB. « Qu'est-ce que... c'est » demanda-t-il, bien qu'il suspectait déjà la réponse. « Une assurance, répondit-elle. J'ai fait des copies de mes registres et notes originaux avant de partir. J'avais le sentiment que l'affaire Doyle reviendrait éventuellement. » Elle soutint son regard fermement. « Il y a aussi une copie de... la transcription partielle que j'ai faite de l'enregistrement de la messagerie vocale de Doyle avant qu'il ne disparaisse. Que contenait l'enregistrement? Doyle avait peur. Il a mentionné une réunion qui s'était mal passée et a dit qu'il était suivi. Puis il y avait une autre voix, pas celle de Sledge, lui disant de raccrocher. Vanessa prit une profonde inspiration. La dernière chose sur l'enregistrement était Doyle disant « Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des membres du conseil impliqués. » Michael ressentit le poids de cette révélation. Des membres du conseil, comme dans le conseil municipal? Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais 3 semaines avant son meurtre, Doyle avait présenté des plans pour un projet de développement majeur qui nécessitait l'approbation du conseil municipal. Un projet qui aurait déplacé des centaines de personnes dans le quartier de Sledge. Elle déverrouilla sa voiture. Et une dernière chose, Reeves, vous ne tenez pas ça de moi. Alors que Michael la regardait s'éloigner, il réalisa à quel point cette affaire pourrait être profonde. Ce qui avait commencé comme une enquête sur une possible condamnation injuste s'élargissait en quelque chose de beaucoup plus complexe, un réseau de preuves manquantes, de connexions politiques et d'accords de développement valant des millions. Plus tard ce soir-là, alors qu'il examinait les fichiers de Vanessa dans son appartement, le téléphone de Michael sonna. L'identifiant affichait « Inconnu », mais il répondit quand même. « Reeves », dit-il parcourant toujours les documents. La voix à l'autre bout était inconnue et délibérément déformée. « Arrêtez de fouiner dans l'affaire Doyle si vous voulez rester en bonne santé. » Avant que Michael ne puisse répondre, l'appel prit fin. Il fixa son téléphone pendant un long moment, puis les documents étalés sur son bureau. Quelqu'un le surveillait, ce qui signifiait qu'il était sur la bonne voie. Et ce quelqu'un venait de commettre une erreur critique. Ils avaient confirmé qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être découvert.
Carla Rivas était assise dans sa voiture devant le palais de justice, la pluie tambourinant sur le toit, tandis qu'elle revoyait ses notes de l'audience préliminaire. L'affaire de l'accusation contre Sledge semblait impeccable sur le papier. 3 témoins le plaçant sur les lieux, des preuves circonstancielles le reliant à l'arme du crime, et un motif clair impliquant des disputes territoriales avec la victime. Mais quelque chose ne concordait pas. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Vérifiez votre email, urgent ». Normalement, Carla aurait ignoré de tels messages. Cryptique, mais après 3 semaines à se heurter à des murs dans l'affaire de Sledge, elle était prête à saisir n'importe quelle paille. Elle ouvrit son ordinateur portable, se connecta à son hotspot et trouva un email sans objet contenant uniquement un fichier protégé par mot de passe. Le mot de passe était simplement Holloway 1998. À l'intérieur se trouvaient les dossiers personnels du détective James Holloway, couvrant 2 décennies. Des dossiers qui auraient dû être confidentiels. En parcourant les documents, un modèle troublant émergea. 6 plaintes formelles de falsification de Tyson Destine. Preuves. 4 accusations d'intimidation de témoins. 3 enquêtes internes, toutes classées sans suite. Mais le plus troublant était une liste d'affaires dirigée par Holloway, qui avait abouti à des condamnations, principalement de jeunes hommes de couleur de quartier en gentrification à travers Hartford. Beaucoup impliquaient des propriétés qui avaient ensuite été développées par la même poignée d'entreprises. Son téléphone sonna. Le même numéro inconnu. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « Quelqu'un qui sait qu'Holloway ne travaille pas seul », répondit une voix masculine qu'elle ne reconnaissait pas. Regardez le dossier numéro HC 2019-773. Le témoin s'est rétracté après le procès, a affirmé qu'Holloway avait menacé sa famille. Le juge Vance a refusé de considérer le nouveau témoignage. Le juge Vance, comme dans Douglas Vance, qui préside l'affaire de Sledge? Le même, Saviez-vous qu'il possède des actions dans Cityscape Development, la société qui a acheté 3 blocs dans le quartier West Side après l'arrestation de Sledge? La connexion s'établit. Franklin Doyle était partenaire chez Cityscape. Le développement contre lequel Sledge protestait était leur projet. « Pourquoi me dites-vous cela » demanda Carla, son cœur battant. « Parce que Sledge n'est pas le premier, juste le plus visible. » L'appelant fit une pause. « Vérifiez le toit de l'hôtel Hartford Plaza demain à midi. Il y a un angle de caméra que l'accusation n'a pas partagé. » La ligne fut coupée. Cette nuit-là, Carla ne put dormir. Les implications étaient trop troublantes. Si ce que suggérait sa source anonyme était vrai, l'affaire de Sledge ne concernait pas la justice. Il s'agissait d'éliminer un obstacle à un accord de développement de plusieurs millions de dollars. Et le système, destiné à prévenir de tels abus, était potentiellement complice. Le lendemain matin, elle se rendit à son bureau tôt, avec l'intention de rechercher Cityscape Development avant de se rendre à l'hôtel. Quand elle déverrouilla sa porte, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Des papiers étaient légèrement dérangés sur son bureau. Sa chaise n'était pas tout à fait où elle l'avait laissée. Quelqu'un était venu. Sur son écran d'ordinateur, une note autocollante portait un simple message d'une écriture inconnue. Certaines affaires ne concernent pas la justice. Reculez ou rejoignez-le. Carla sentit un frisson parcourir son corps. La menace était claire. Mais au lieu de l'effrayer pour la faire se conformer, cela l'a seulement convaincue davantage. Elle était sur quelque chose de réel, quelque chose d'assez dangereux pour que quelqu'un risque de s'introduire dans son bureau pour l'avertir de s'éloigner. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Michael Reeves, le journaliste qui posait des questions sur l'affaire de Sledge. Il était temps de comparer leurs notes. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'à l'autre bout de la ville, le détective Holloway rencontrait en privé le procureur Wesley Palmer, et le juge Douglas Vance recevait un appel très important d'un important donateur de campagne. La machine qui avait été mise en mouvement des années auparavant s'accélérait, et Sledge n'était qu'une pièce dans un jeu beaucoup plus vaste. L'hôtel Plaza de Hartford s'élevait sur 22 étages, ses fenêtres réfléchissantes, renvoyant l'image des nuages menaçant de pluie. Carla Rivas et Michael Reeves se rencontrèrent dans le hall, tous deux prétendant attendre des collègues, tout en surveillant la présence de caméras. « Sommes-nous paranoïaques » chuchota Carla vérifiant sa montre.
Il était 11h52. Après ce que vous m'avez dit sur l'effraction dans votre bureau, je dirais que nous sommes raisonnablement prudents, répondit Michael, ses yeux suivant un agent de sécurité faisant sa ronde. À midi précis, ils prirent l'ascenseur jusqu'au restaurant sur le toit, qui était fermé pour rénovation. Un seul agent d'entretien nettoyait le sol près de l'entrée de service. Quand il les vit, il hocha presque imperceptiblement la tête et continua à travailler, se dirigeant vers la sortie. En passant, il murmura « Coin nord-est, derrière l'unité de ventilation. 5 minutes, puis partez. » Une fois l'ouvrier parti, Michael et Carla attendirent anxieusement, faisant la conversation sur la vue tout en comptant les minutes. Quand le temps fut écoulé, ils se dirigèrent naturellement vers le coin nord-est du toit. Derrière la grande unité de ventilation se trouvait une boîte étanche contenant une caméra de sécurité, une non connectée au système principal de l'hôtel. Michael dévissa rapidement le boîtier et retira la carte mémoire à l'intérieur. « Nous devons partir », pressa Carla, surveillant l'entrée de service. Maintenant, de retour dans la voiture de Carla, garée à 3 pâtés de maison, ils insérèrent la carte mémoire dans son ordinateur portable. L'horodatage montrait des images de la nuit où Franklin Doyle avait été assassiné, captées depuis un angle surplombant l'entrée du parking. Là, pointa Michael tandis que la vidéo défilait. C'est Sledge qui entre à 21h47. Correspondant à la chronologie de l'accusation, confirma Carla. Mais continuons de regarder. 3 minutes plus tard, les images montraient Sledge sortant du garage, regardant son téléphone. Cela contredisait directement l'affirmation de l'accusation selon laquelle il était resté à l'intérieur jusqu'après l'heure estimée de la mort de Doyle à 22h15. Il est parti avant le meurtre, souffla Michael. Cela brise complètement leur chronologie. Il y a plus, dit Carla tandis que la vidéo continuait. À 22h02, une voiture de police s'arrêta à l'entrée du garage. L'officier qui en sortit était immédiatement reconnaissable. Détective Holloway, confirma Michael, arrivant 13 minutes avant que Doyle ne soit tué. À 22h27, Holloway sortit du garage, seul. Il regarda directement la caméra comme s'il était conscient de sa présence, avant de monter dans sa voiture et de s'éloigner. « C'est ça », dit Carla, sa voix tendue par la tension. « Cela prouve que Sledge n'a pas pu tuer Doyle, et cela place Holloway sur les lieux pendant la période du meurtre. Nous devons apporter ceci au juge, » commença Michael. Mais Carla secouait déjà la tête. Le juge Vance, le même juge Vance qui possède des actions dans Cityscape et a déjà exclu des preuves favorables à Sledge, nous avons besoin de plus avant d'officialiser les choses. Elle fixa l'écran. Nous devons trouver les témoins qui ont témoigné contre Sledge. Si Holloway les a contraints, ils pourraient être prêts à se rétracter. Le principal témoin contre Sledge était Terrell Jackson, un ancien associé qui avait témoigné que Sledge avait ordonné le meurtre de Doyle. Le trouver s'avéra étonnamment facile. Il était toujours à Hartford, travaillant dans un garage automobile dans l'East End. Ce qui s'avéra impossible fut de le faire parler. « J'ai dit ce que j'ai dit au tribunal », leur dit Jackson, ses mains occupées à changer l'huile d'une berline, ses yeux ne rencontrant jamais les leurs. « C'est tout ce que j'ai à dire. Nous avons des preuves qui contredisent votre témoignage, » insista Michael. « Des preuves qui pourraient disculper Sledge. » La clé de Jackson glissa et il jura à voix basse. Quand il leva les yeux, son visage s'était durci, mais ses yeux montraient autre chose. De la peur. « Vous deux devez partir, » dit-il doucement. « Des gens me surveillent. Ils savent quand je reçois des visiteurs. »« Qui vous surveille, Terrell ?» demanda Carla, s'approchant. « Holloway ?» Le regard de Jackson passa à la rue, puis revint à son travail. « Je suis censé appeler si quelqu'un pose des questions sur l'affaire. Si je ne passe pas cet appel dans les 5 prochaines minutes, je ne peux pas garantir ce qui se passera ensuite. Faites l'appel, » dit soudainement Michael, surprenant à la fois Terrell et Carla. « Dites-leur que nous étions ici, mais acceptez de nous rencontrer demain, seuls. » Après un moment d'hésitation, Jackson hocha légèrement la tête. Le lendemain matin, Carla arriva au lieu de rendez-vous désigné, un parc public animé par les joggeurs matinaux. Elle attendit sur un banc, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Jackson avait 21 minutes de retard. Son téléphone sonna.
C'était Michael. Allumez les informations, dit-il. Sa voix creuse. Chaîne 8. Alors que la voix solennelle du reporter annonçait la nouvelle de dernière minute, Carla sentit son sang se glacer. Terrell Jackson avait été retrouvé mort dans son appartement, un suicide apparent. La note s'excusait apparemment pour tous les mensonges qu'il avait racontés. Mais Carla et Michael connaissaient la vérité. Terrell Jackson ne s'était pas suicidé. Il avait été réduit au silence, et ils étaient les prochains sur la liste. Le quartier général de campagne pour Vance pour le Sénat occupait un ancien bâtiment bancaire au centre-ville de Hartford. Des banderoles rouges, blancs et bleus drapaient les fenêtres, et des affiches professionnellement conçues présentaient les cheveux argentés distingués du juge Douglas Vance et son sourire étudié. À l'intérieur, une petite armée de jeunes employés coordonnait des banques téléphoniques, gérait les médias sociaux et planifiait des événements de collecte de fonds. Dans un bureau privé à l'arrière, le juge Vance examinait les données de sondage avec sa directrice de campagne, Elisa Bennett. À 57 ans, Vance avait l'apparence soignée de quelqu'un né pour la fonction publique. Costume sur mesure, posture parfaite, et la rare capacité de paraître à la fois autoritaire et abordable. Les chiffres sont bons, Douglas, rapporta Elisa, faisant glisser un dossier sur le bureau. Votre message de fermeté face au crime trouve un écho, surtout après que vous ayez refusé la libération sous caution à ces suspects de carjacking le mois dernier. Vance acquiesça, étudiant les graphiques qui traçaient sa cote d'approbation en hausse. Et l'affaire Moreno? L'opinion publique est fermement contre lui. Votre gestion décisive de la procédure a été bien reçue. Elle hésita. Bien qu'il y ait quelques bavardages en ligne remettant en question les preuves. L'expression de Vance s'assombrit légèrement. Quel genre de bavardage? Rien de grand public pour l'instant. Juste quelques blogs juridiques et publications sur les réseaux sociaux. Ce reporter, Reeves, a été particulièrement persistant. Vance ferma le dossier. Demandez à nos amis du Herald de publier l'article sur mon bilan judiciaire. Soulignez le taux de condamnation de 92%. Le public doit être rappelé que je garde les criminels dangereux hors des rues. Leur réunion fut interrompue par un coup à la porte. L'assistante de Vance entra avec une expression préoccupée. « Il y a un appel pour vous, monsieur. Il dit que c'est urgent. Martin Reynolds. » Le comportement de Vance changea instantanément. Il congédia les deux femmes d'un geste. Une fois seul, il décrocha le téléphone. « Martin, c'est inattendu. » La voix à l'autre bout était douce, mais portait un bord indéniable d'autorité. « Douglas, j'entends des rapports préoccupants concernant l'affaire Moreno. Il semble y avoir un examen renouvelé. Rien que je ne puisse gérer, » répondit Vance, redressant inconsciemment sa cravate. « Juste, un avocat de la défense désespéré et un journaliste en quête d'attention. Ils ont rendu visite à Terrell Jackson avant sa décision malheureuse. Maintenant ils parlent avec Amanda Chen. » La prise de Vance sur le téléphone se resserra. « Comment savez-vous cela? Je connais tout ce qui menace nos investissements, Douglas. C'est pourquoi j'ai soutenu votre carrière durant la dernière décennie. » Reynolds fit une pause. « Le projet de développement de Westside représente plus de 300 millions de dollars de revenus potentiels. Votre participation de 12% assurerait votre avenir, financier bien au-delà de votre mandat au Sénat. Je suis conscient des enjeux, Martin. L'êtes-vous? Parce que de là où je me trouve, il semble que vous permettiez à une simple affaire de meurtre de potentiellement faire dérailler tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Vance se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qu'il espérait représenter à Washington. « Que suggéreriez-vous? Le juge Davidson me doit une faveur. Il pourrait prendre en charge l'affaire Moreno, citant vos engagements de campagne comme justification du transfert. Et paraître fuir la controverse? Cela tuerait ma campagne. » Vance secoua la tête. « Non, je dois voir cela jusqu'au bout. Les preuves contre Moreno sont substantielles, quoi que son avocat puisse penser avoir trouvé. Alors assurez-vous que rien ne fait dérailler la condamnation, » dit froidement Reynolds. « Palmer a été utile pour garder Holloway sous contrôle, mais cette avocate de la défense devient problématique. Je vous suggère de trouver un moyen de limiter les preuves qu'elle peut présenter. » Après avoir terminé l'appel, Vance resta à la fenêtre,
son reflet le regardant depuis la vitre. Quand cela avait-il commencé? La première décision de justice compromise? La première contribution à la campagne qui venait avec des attentes tacites? Il ne pouvait pas identifier le moment précis, mais il savait avec une clarté inconfortable qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Son interphone sonna. « Juge, votre déjeuner avec les représentants du syndicat de police est dans 20 minutes. Merci, Carole, je serai prêt. » Vance redressa ses épaules et ajusta son expression au sourire confiant qui ornerait bientôt les panneaux d'affichage à travers l'État. Ce soir-là, alors que Vance examinait les dossiers dans son cabinet, son greffier lui remit une requête de Carla Rivas, demandant l'admission de preuves nouvellement découvertes dans l'affaire État contre Moreno, y compris des images de vidéosurveillance de l'hôtel Plaza de Hartford. Le rythme cardiaque de Vance s'accéléra en lisant la description détaillée de ce que les images contenaient. Il tendit la main vers son téléphone, puis hésita, se rappelant l'adage selon lequel les hommes prudents ne mettent jamais certaines choses par écrit ou en enregistrement. Au lieu de cela, il écrivit un seul mot sur son formulaire de décision. Rejeté. Ce que Vance ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, Michael Reeves interviewait une ancienne greffière du bureau de Vance, une jeune femme qui avait gardé des notes méticuleuses sur les réunions privées du juge avec des promoteurs, dont Martin Reynolds, remontant à 3 ans, et elle était enfin prête à parler. Le laboratoire médico-légal de l'université de Hartford était calme après les heures de travail. Dr Samuel Chen, un expert respecté en balistique aux cheveux poivre et sel et aux mains fermes, ajusta ses lunettes en examinant le modèle de trajectoire de balle que Carla avait obtenu des dossiers de l'affaire. Selon le rapport officiel, la balle est entrée dans la tempe droite de Doyle avec un angle descendant de 15 degrés, expliqua le docteur Chen, utilisant un pointeur laser pour indiquer la trajectoire. L'accusation soutient que cela correspond à quelqu'un de la taille de Sledge. Tirant depuis le siège passager, Michael étudia le modèle. « Et vous n'êtes pas d'accord ? » « La science n'est pas d'accord, Monsieur Reeves. » Le docteur Chen fit apparaître les photos d'autopsie et les mesures de la scène de crime sur sa tablette. Étant donné la hauteur de la victime assise au siège, conducteur et l'angle d'entrée documenté, le tireur aurait mesuré environ 1,70 m, pas 1,90 m comme Sledge. Carla leva vivement les yeux. Cela correspond à ce que Vanessa Wright nous a dit sur l'incohérence qu'elle a trouvée. Il y a plus, poursuivit le docteur Chen. Le motif des résidus de poudre indique que le tireur se trouvait entre 60 et 90 cm de la victime, essentiellement debout juste à la fenêtre du conducteur, pas assis sur le siège passager comme l'affirme l'accusation. Il divisa son écran pour montrer 2 reconstructions différentes, la version de l'accusation et son alternative basée sur la science. Côte à côte, la divergence était évidente. Cela contredit complètement le récit officiel, dit Carla, prenant des photos des conclusions du docteur Chen. Avec cela et les images de sécurité de l'hôtel, nous avons assez pour exiger une nouvelle audience. L'expression du docteur Chen resta prudente. Madame Rivas, j'ai témoigné dans plus de 200 affaires criminelles. Des preuves comme celle-ci devraient être définitives. Mais d'après mon expérience, quand des intérêts puissants sont impliqués, la science prend souvent le second plan face au récit. Nous ne comptons pas seulement sur la balistique, l'assura Michael. Nous avons également localisé Amanda Chen, un autre témoin qui a témoigné contre Sledge. Après ce qui est arrivé à Terrell Jackson, elle a peur, mais elle a accepté de nous rencontrer demain. En quittant le laboratoire, Carla reçut une notification textuelle de la décision du juge Vance concernant sa requête d'admission de nouvelles preuves. « Rejetée », lut-elle à haute voix, sa voix tendue de colère contrôlée, au motif que la défense avait amplement le temps de localiser et présenter des preuves pendant la phase de communication des pièces. Il n'a même pas abordé la substance de ce que nous avons trouvé, remarqua Michael, alors qu'il marchait vers le parking. Parce qu'il ne le peut pas, répliqua Carla. La loi l'oblige à considérer les preuves, disculpatoires indépendamment du moment, si elles sont suffisamment substantielles. Il espère que nous reculerons. Aucun ne remarqua la berline garée de l'autre côté de la rue, son occupant les photographiant alors qu'ils se séparaient. Le lendemain matin, Michael arriva tôt au café
où Amanda Chen avait accepté de le rencontrer. Il choisit une table avec une vue claire des deux entrées et commanda 2 cafés. À 9h30 précise, une femme d'une trentaine d'années à l'air nerveux entra, scrutant la salle avant d'approcher sa table. « Monsieur Reeves ?» demanda-t-elle doucement. « Madame Chen, merci d'être venue. » Elle s'assit, ses mains tripotant la sangle de son sac. « Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai dit à mon superviseur que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Je comprends. Nous avons juste besoin de connaître la vérité sur votre témoignage contre Dion Moreno. » Les yeux d'Amanda parcoururent la salle. « Je ne l'ai même jamais rencontré, vous savez. Pas avant la salle d'audience. Le détective Holloway m'a dit quoi dire. Que j'avais entendu Sledge ordonner le meurtre de Doyle dans un bar. Mais je n'y étais jamais. Pourquoi avez-vous accepté de témoigner faussement? Parce qu'ils avaient mon frère pour des accusations de drogue. » Sa voix se brisa. Holloway a dit qu'il s'assurerait qu'ils prennent 20 ans à moins que je coopère. Après mon témoignage, les charges contre mon frère ont été réduites à un délit mineur. Elle sortit un petit enregistreur numérique de son sac. J'ai enregistré Holloway me coachant sur mon témoignage. J'avais peur de me manifester après ce qui est arrivé à Terrell, mais je ne peux plus vivre avec ça. Alors que Michael tendait la main vers l'enregistreur, un mouvement à l'entrée attira son attention. Le détective James Holloway venait d'entrer flanqué de 2 officiers en uniforme. Amanda les vit aussi. Son visage perdit toute couleur. « Vous aviez dit que vous étiez venu seul. »« C'est le cas, » l'assura Michael, mais c'était trop tard. Elle était déjà debout, s'éloignant de la table. Holloway les repéra et commença à se frayer un chemin à travers le café bondé. Michael empocha rapidement l'enregistreur et se leva. « Madame Chen, nous devons partir. Maintenant. » Mais Amanda se précipitait déjà vers la sortie arrière. Michael suivit, regardant en arrière pour voir Holloway bousculant les clients à leur poursuite. À l'extérieur, dans l'allée, Amanda était introuvable. Michael tourna à gauche, espérant revenir à sa voiture, quand une main saisit son épaule. « Monsieur Reeves, » dit Holloway, sa prise se resserrant. « Exactement l'homme avec qui je voulais discuter. Parlons d'entrave à la justice. » Dans sa poche, l'enregistreur d'Amanda tournait toujours, capturant chaque mot de ce qui allait se passer ensuite. Une confrontation qui révélerait bien plus que ce que Holloway n'avait jamais eu l'intention de dévoiler. La salle d'interrogatoire au quartier général de la police de Hartford était délibérément inconfortable. Chaises dures, éclairage brutal, et un froid persistant qui fit regretter à Michael Reeves de ne pas avoir porté une veste plus chaude. Le détective Holloway était assis en face de lui, flanqué d'un officier au visage impassible qui n'avait pas prononcé un mot depuis l'arrivée de Michael. Interférer avec des témoins dans une affaire en cours est une infraction grave, monsieur Reeves, dit Holloway, son ton conversationnel malgré la menace implicite. Cela pourrait signifier de la prison pour un journaliste ambitieux comme vous. Michael maintint le contact visuel. Je menais des entretiens pour un article. La dernière fois que j'ai vérifié, le journalisme n'est pas un crime dans le Connecticut. Non, mais la subornation de témoins en est un. Holloway fit glisser un dossier à travers la table. Nous avons des photos de vous rencontrant Terrell Jackson le jour avant son malheureux suicide. Et maintenant, Amanda Chen disparaît juste après votre petit rendez-vous café. Disparu. La surprise de Michael était authentique. Que voulez-vous dire par disparu? Elle n'est jamais retournée au travail après votre rencontre. Son appartement est vide. Le sourire d'Holloway n'atteignait pas ses yeux. Les personnes liées à cette affaire semblent avoir de la malchance après vous avoir parlé. L'implication était claire, mais Michael refusa d'être intimidé. Il me semble qu'elles ont une pire chance après vous avoir parlé, détective. L'expression d'Holloway se durcit. Vous faites une erreur, Reeves. Il y a des personnes puissantes qui veulent que cette histoire Moreno soit terminée. Des gens qui n'apprécient pas qu'un journaliste déchu remue des problèmes. Comme Martin Reynolds, demanda Michael, observant attentivement une réaction. Le tressaillement dans les yeux d'Holloway confirma son soupçon. Vous êtes hors de votre profondeur, dit le détective après un moment. Reynolds a des connexions que vous ne pouvez pas imaginer. Partez pendant que vous le pouvez encore. C'est ce que vous avez dit à Doyle avant de lui tirer dessus? De partir? La salle devint silencieuse. L'officier
Observateur bougea inconfortablement. « C'est une accusation grave, » dit Holloway, sa voix dangereusement calme. Tout comme accuser faussement un homme innocent de meurtre. Avant que Holloway ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Carla Rivas entra, suivie par le capitaine Richard Torres des affaires. « Interne. Cet entretien est terminé, » annonça Carla. « Mon client ne répondra plus à aucune question. »« Votre client ?» se moqua Holloway. « Depuis quand les journalistes ont-ils besoin d'avocats ? Depuis qu'ils sont illégalement détenus sans charge, » répliqua Carla. « Capitaine Torres, je crois que... » Ceci constitue du harcèlement envers un membre de la presse. Torres, un homme austère avec des décennies d'expérience gravées sur son visage, s'adressa à Holloway. « Détective, un mot dehors. » Alors qu'il partait, Carla s'assit rapidement à côté de Michael. « Vous allez bien quand vous n'êtes pas... » Venu à notre rendez-vous, j'ai commencé à passer des appels. « Je vais bien, » l'assura Michael. Mais Amanda Chen a disparu. L'expression de Carla se tendit. « C'est pourquoi j'ai amené Torres. C'est l'un des rares en qui j'ai confiance dans le département. Eleanor Moreno lui a sauvé la vie il y a des années. Il lui est redevable. » Michael baissa la voix. « J'ai quelque chose. » Il indiqua subtilement sa poche où l'enregistreur demeurait. Chen me l'a donné avant qu'Holloway n'arrive. C'est elle en train d'être coachée sur son témoignage. Les yeux de Carla s'élargirent. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Mais nous ne pouvons pas laisser Holloway savoir que vous l'avez. Quand Torres et Holloway revinrent, le comportement du détective avait changé. Vous êtes libre de partir, Reeves. Cette fois, à l'extérieur du commissariat, Torres les accompagna jusqu'à la voiture de Carla. « Quoi ? Que vous deux soyez en train de faire, soyez prudents, » les avertit-il. « Holloway est protégé de haut lieu. Même en tant qu'agent des affaires internes, j'ai les mains liées sans preuve concrète. » « Qu'en est-il d'un enregistrement de subornation de témoins ?» demanda Michael. Torres parut surpris, puis grave. « Cela aiderait. Mais vous auriez besoin d'un endroit sûr pour le diffuser. Holloway a des amis au bureau du procureur, au greffe, même dans les médias locaux. J'ai des contacts au Boston Globe, » suggéra Michael. « En dehors de la sphère d'influence d'Holloway. Faites-le, » conseilla Torres, « et surveillez vos arrières. Si Amanda Chen a vraiment disparu, il n'eut pas besoin de finir la pensée. Si leurs témoins avaient été réduits au silence, ils pourraient être les prochains. » Plus tard, ce soir-là, alors que Michael transférait l'enregistrement sur son ordinateur portable, la sonnette de son appartement retentit de façon inattendue. Sur le moniteur de sécurité, il vit une silhouette encapuchonnée à l'entrée. Son doigt flotta au-dessus du bouton de l'interphone quand la silhouette leva les yeux, révélant un visage qu'il reconnut. C'était Amanda Chen, vivante mais terrifiée. Et elle était venue à lui parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Ce qu'elle lui raconta ensuite allait changer tout ce qu'il pensait savoir sur le meurtre de Doyle et la véritable portée de la conspiration qui l'entourait. Amanda Chen était assise à la table de cuisine de Michael, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Les stores de l'appartement étaient tirés, et Carla était arrivée 30 minutes plus tôt, apportant des vêtements de rechange et des produits de première nécessité pour leur invité inattendu. Après avoir fui du café, je suis rentré chez moi pour préparer un sac, expliqua Amanda, sa voix plus ferme maintenant. C'est alors que je les ai vus. 2 hommes surveillant mon appartement depuis une voiture de l'autre côté de la rue. Pas des policiers. Ces hommes portaient des costumes. L'un d'eux était au téléphone, observant ma fenêtre. « Comment êtes-vous sorti ?» demanda Carla. « Par l'escalier de secours jusqu'à l'allée arrière. Je n'ai pris que mon portefeuille et mon téléphone. » Elle regarda Michael. « Je me suis souvenu de votre adresse sur la carte de visite que vous m'aviez donnée. Je ne savais pas où aller ailleurs. » Michael acquiesça. « Vous avez fait la bonne chose. Ce que vous êtes sur le point de nous dire, cela vaut-il tout ce risque ?» L'expression d'Amanda se durcit. « Mon frère est mort la semaine dernière. Overdose apparente, ont-ils dit. Mais Ryan était clean depuis 8 mois. Son parrain l'a confirmé. » Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai fait ce qu'Holloway voulait. J'ai menti sous serment. Mon frère est quand même mort. Terrell aussi est mort. La vérité est tout ce qui me reste. » Elle sortit son téléphone et ouvrit une galerie de photos.
J'ai travaillé comme assistante administrative à l'hôtel de ville pendant 6 ans. C'est comme ça que je connaissais Franklin Doyle. Il venait souvent pour des réunions avec le conseil municipal concernant ses projets de développement. Elle tendit le téléphone à Carla, montrant une photo de Doyle avec plusieurs responsables municipaux. 2 semaines avant sa mort, j'ai surpris une dispute entre Doyle et le conseiller municipal Edward Porter. Doyle menaçait de rendre public des pots de vin liés au projet de réaménagement de Westside. Porter lui a dit de se rappeler qui étaient ses partenaires et de quoi ils étaient capables. « Avez-vous signalé cela ?» demanda Carla. « À qui ?»« Porter a des relations dans tout le département. Mais j'en ai parlé à mon superviseur. » Amanda passa à une autre photo, une réunion formelle, où le détective Holloway se tenait à côté de Porter, les 2 hommes souriant avec des coupes de champagne. 2 jours après l'avoir signalé, Holloway m'a approché au sujet de l'affaire de mon frère. Michael fit le lien. Donc Porter a fait pression sur vous par l'intermédiaire d'Holloway pour impliquer Sledge. Ce n'était pas seulement Porter, poursuivit Amanda. Le jour, après le meurtre de Doyle, je classais des papiers quand le procureur Palmer est venu voir Porter dans son bureau. J'ai entendu Palmer dire qu'il devait s'en tenir au plan et que Sledge était le bouc émissaire parfait en raison de son passé. Le téléphone de Carla vibra avec un message du « Capitaine Torres, relevé bancaire que vous avez demandé, urgent ». Elle ouvrit le fichier joint. Des relevés financiers montrant des dépôts substantiels sur le compte offshore d'Holloway, tous suivant des arrestations majeures dans des quartiers en gentrification. Il y a un modèle, observa Carla, faisant défiler les données. Holloway reçoit des paiements après avoir éliminé des leaders communautaires qui s'opposaient au projet de développement. Les montants ont augmenté avec le temps. Le plus important, 250 000 $, est arrivé 3 jours après l'arrestation de Sledge. Cela explique la soudaine promotion, nota Michael. Holloway est passé de simple détective à chef de groupe d'intervention, avec une augmentation significative de salaire juste après l'audience préliminaire de Sledge. Amanda pointa vers une autre entrée dans les registres. Ce nom, Martin Reynolds. C'est l'investisseur principal de Cityscape Development. J'ai traité ses demandes de permis des dizaines de fois. Michael ouvrit ses recherches sur son ordinateur portable. Reynolds est aussi le plus grand contributeur à la campagne du juge Vance pour le Sénat. Et regardez ceci, il a assisté à des événements de collecte de fonds avec Porter et Palmer. Les connexions devenaient claires. Un réseau de fonctionnaires, de promoteurs et de forces de l'ordre travaillant ensemble pour éliminer les obstacles au précieux projet de réaménagement. Sledge, avec son organisation communautaire, contre la gentrification, était sur leur chemin. Nous devons faire parvenir le témoignage d'Amanda et ses relevés financiers à quelqu'un en dehors de la structure de pouvoir local, dit Carla. Les autorités fédérales, peut-être. Michael acquiesça. J'ai un contact au bureau du FBI à New Haven. Ancien camarade de classe. Alors qu'il tendait la main vers son téléphone, un craquement sec fendit l'air. La fenêtre derrière eux se brisa, projetant du verre dans toute la pièce. Michael tira instinctivement Amanda au sol, tandis que Carla se baissait derrière le comptoir. « Vous êtes touché ?» appela Michael. « Je vais bien », répondit Carla d'une voix tremblante. « Amanda ?»« Ça va », chuchota Amanda, son visage pâle de choc. « Ils m'ont trouvé. » Dehors, des pneus crissèrent alors qu'un véhicule s'éloignait à toute vitesse. Dans le mur en face de la fenêtre, une balle s'était logée. Un coup d'avertissement destiné à les faire taire. Mais il était trop tard pour les avertissements. La vérité se répandait déjà au-delà de leur contrôle, et avec la date du procès de Sledge approchant rapidement, le compte à rebours avait commencé. Le prochain mouvement déterminerait si la justice percerait, enfin à travers la corruption, ou serait enterrée avec les autres vérités gênantes de Hartford. Les marches du palais de justice étaient bondées de manifestants tenant des pancartes contradictoires, certains exigeant justice pour Sledge, d'autres réclamant son exécution immédiate. La fusillade dans l'appartement de Michael avait fait les gros titres, mais soigneusement contrôlés. Journaliste ciblé dans une intimidation de gang, proclamait le Hartford Herald, insinuant que les associés de Sledge étaient derrière l'attaque. À l'intérieur de la salle d'audience, Carla se tenait devant le juge, Vance, faisant son appel final avant la condamnation.
Votre honneur, nous avons de nouvelles preuves qui contredisent directement la chronologie de l'accusation. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel montrent clairement. Maître Rivas, interrompit le juge Vance, j'ai déjà statué sur la recevabilité de vos prétendues nouvelles preuves. Cette audience ne concerne que la détermination de la peine. Carla insista. Nous avons également le témoignage d'Amanda Chen, qui se rétracte de ses déclarations précédentes, affirmant que le détective Holloway l'a contrainte. Le procureur Palmer se leva. Votre honneur, Madame Chen, a disparu, rendant ses allégations par oui-dire commodes mais invérifiables. Ce que Palmer ne savait pas, c'est qu'Amanda était en sécurité, cachée dans un refuge pour femmes à New Haven, travaillant avec le contact FBI de Michael. La balle de l'appartement de Michael était en cours d'analyse et les relevés financiers étaient à l'étude. Mais tout cela prendrait du temps que Sledge n'avait pas. Le marteau du juge Vance s'abattit avec finalité. Requête rejetée. Nous procéderons à la condamnation comme prévu. De sa place à la table de la défense, Sledge observait avec des yeux étrangement calmes. Lorsque Carla revint s'asseoir à côté de lui, il chuchota. Cela allait toujours se terminer ainsi, mais le jeu n'est pas terminé. Carla le regarda, perplexe. « Que voulez-vous dire ?» Au lieu de répondre, Sledge jeta un coup d'œil vers Eleanor dans la galerie, une communication silencieuse passant entre la mère et le fils. 3 jours plus tard, la sentence fut prononcée. Mort par injection létale. Alors que Sledge était emmené, son expression resta inchangée, comme s'il s'attendait à ce dénouement depuis le début, et peut-être qu'il le planifiait. Personne dans la salle d'audience ne réalisait que Sledge avait déjà mis en mouvement sa propre forme de justice, une qui ne nécessiterait ni juge ni jury, juste la vérité et un public pour en témoigner. L'article du Boston Globe frappa comme une bombe. Des questions entourent à la condamnation pour meurtre à Hartford. Des allégations de falsification de preuves ébranlent une affaire très médiatisée. Le reportage de Michael, publié en dehors de la bulle médiatique de Hartford, détaillait les incohérences médico-légales, la coercition des témoins et les liens financiers entre eux. Les figures clés de l'affaire. L'article se gardait d'accuser directement des fonctionnaires de corruption, mais les implications étaient claires. Les stations de nouvelles locales furent contraintes de couvrir l'histoire, bien que la plupart la présentaient comme des allégations controversées, plutôt que des preuves substantielles. Les médias sociaux, cependant, explosèrent avec le hashtag Chain Justice pour Sledge en tendance nationale. Des experts juridiques sur les chaînes d'information câblées débattaient des mérites d'un nouveau procès. La professeure de droit de Harvard, Eliza Montgomery, qualifia l'affaire d'exemple classique d'inconduite du procureur, tandis que le commentateur conservateur William Hayes rejetait les nouvelles preuves comme des tactiques de désespoir de dernière minute. La pression publique augmentait. Une pétition demandant au gouverneur Wilson de réexaminer l'affaire rassembla plus de 100 000 signatures en 48 heures. Dans sa cellule du couloir de la mort, Sledge recevait des mises à jour par l'intermédiaire d'Eleanor, qui lui rendait visite quotidiennement. « Ça fonctionne », lui dit-elle lors d'une visite. « Les gens écoutent. Carla est-elle prête ?» demanda-t-il. Eleanor acquiesça. « Elle n'aime pas ça, mais elle comprend que c'est notre seule option maintenant. » Et l'agent Reed. Il a accepté d'aider. Pour moi, pas pour toi. Les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes. « Tu es sûr de toi, Dion? C'est dangereux. » Sledge tendit les mains, et, à travers la table, prenant celle de sa mère dans les siennes menottées. Plus dangereux que l'injection létale? Son sourire était triste. Certaines vérités ont besoin d'un projecteur, maman. Je fournis simplement la scène. Pendant ce temps, le juge Vance ressentait la pression. Des appels à son bureau de campagne remettaient en question sa gestion de l'affaire. Plusieurs donateurs demandaient des réunions privées pour exprimer leurs préoccupations concernant la publicité négative. Ces sondages commençaient à baisser. Lors d'une réunion privée avec le procureur Palmer et Martin Reynolds, Vance exprima sa frustration. Cela aurait dû être géré plus soigneusement. Maintenant, nous avons un désordre entre les mains. Reynolds resta calme. L'exécution est programmée. Une fois qu'elle sera effectuée, tout cela s'estompera. Le public a une mémoire courte, ce qu'aucun d'entre eux ne
savait, c'est qu'Eleanor Moreno avait placé un dispositif d'enregistrement sous la table de conférence pendant son service de nettoyage la veille au soir. Chaque mot était capturé, s'ajoutant aux preuves qui s'accumulaient contre eux. La scène était prête pour l'acte final de Sledge, une performance qui forcerait la vérité à sortir au grand jour, quel qu'en soit le coût. Le jour du règlement de compte arriva avec des mesures de sécurité sans précédent. Les détecteurs de métaux avaient été doublés et chaque personne entrant dans la salle d'audience 317 était minutieusement fouillée. Dehors, les fourgons des médias bordèrent les rues, tandis qu'une foule se rassemblait, maintenue à distance par des barrières policières. Alors que Sledge était conduit à l'intérieur, menotté et entravé, ses yeux scrutaient méthodiquement la salle. Le juge Vance était assis sur l'estrade, examinant des documents. Le procureur Palmer conférait avec son équipe à la table de l'accusation. L'agent de la cour Thomas Reed se tenait à sa position habituelle près de l'estrade du juge, son expression indéchiffrable. Carla rejoignit Sledge à la table de la défense. « Êtes-vous absolument sûr de cela ?» chuchota-t-elle. « Il y a d'autres moyens. Pas avec le temps qu'il nous reste, » répondit calmement Sledge. « Faites-moi confiance. » Le juge Vance appela la cour à l'ordre. « Nous sommes ici pour la décision finale sur la requête d'urgence de la défense visant à suspendre l'exécution sur la base de Sarah. » Preuve nouvellement découverte. Tout le monde savait que c'était une formalité. Vance n'avait aucune intention d'accorder le sursis. Comme prévu, le juge rejeta la requête avec un langage juridique bien rodé concernant les motifs insuffisants et le moment procédural. Quand il eut terminé, il demanda si Sledge avait une dernière déclaration. Sledge se leva lentement. « En fait, votre honneur, je pense que nous avons tous entendu assez de mots dans cette salle d'audience. Ce qui se passa ensuite semblait chaotique, mais était méticuleusement chorégraphié. » L'agent Reed, positionné derrière le juge, glissa quelque chose à Sledge alors qu'il approchait de l'estrade. Un petit objet qui ressemblait à un pistolet. Sledge bougea avec une rapidité surprenante, se positionnant derrière le juge Vance tout en pressant l'objet contre sa tempe. La panique éclata. Les marshals dégainèrent leurs armes. Les caméras continuèrent de tourner alors que les gens se précipitaient vers les sorties. « Que tout le monde reste calme », annonça Sledge. « Personne n'a besoin d'être blessé aujourd'hui. » La salle d'audience tomba dans un silence stupéfait, tandis que Sledge s'adressait directement aux caméras. « Ce dont vous êtes témoin n'est pas une tentative d'évasion. C'est ma seule chance de dire la vérité avant qu'il ne me tue. » Il fit un signe à l'agent Reed, qui tenait maintenant un petit appareil d'enregistrement. « Passez-le », ordonna Sledge. Reed appuya sur lecture, et la voix de Martin Reynolds remplit la salle d'audience. « L'exécution est programmée. Une fois qu'elle sera effectuée, tout cela s'estompera. Le public a une mémoire courte. » Le visage de Vance se vida de sa couleur, alors que sa propre voix répondait sur l'enregistrement, discutant de la façon dont ils avaient assuré la condamnation de Sledge malgré les preuves. Pendant les 17 minutes suivantes, alors que les équipes SWAT encerclèrent le bâtiment et que les hélicoptères d'information survolèrent la scène, la vérité que Carla et Michael avaient découverte fut diffusée en direct à des millions de téléspectateurs. Le complot pour accuser Sledge, les accords de développement valant des centaines de millions, et les fonctionnaires qui avaient corrompu la justice pour le profit. Lorsque l'enregistrement se termina, Sledge abaissa l'objet de la tête de Vance, révélant qu'il s'agissait d'un accessoire en Notsaco plastique réaliste. « Je n'ai jamais eu l'intention de violence. J'avais juste besoin que le monde entende la vérité qu'il cachait. » Alors que les officiers se précipitaient pour le maîtriser, Sledge regarda directement dans les caméras. Le système n'a pas échoué. Il a fonctionné exactement comme prévu, pour protéger le pouvoir et la propriété, pas les personnes. Les images de la révélation de Sledge au tribunal dominèrent le cycle d'information pendant précisément 8 heures avant que le récit ne commence à changer. Les grands réseaux coupèrent les portions les plus accablantes de l'enregistrement, se concentrant plutôt sur l'angle de la prise d'otage au tribunal. Les gros titres passèrent de « corruption exposée dans l'affaire Sledge » à « acte désespéré final d'un condamné à mort ». Les panels d'experts des chaînes d'information débattaient des tactiques de Sledge plutôt que du contenu de ses révélations.
Le procureur Palmer tint une conférence de presse dénonçant le coup de théâtre conçu pour détourner l'attention de la culpabilité de Moreno. Le juge Vance, paraissant secoué mais résolu, qualifia les enregistrements de trafiqués et sortit de leur contexte. Dans une opération de contrôle des dégâts soigneusement orchestrée, Cityscape Development annonça un nouveau programme de bénéfices communautaires pour le quartier Westside, des logements abordables et un programme de musique pour les jeunes, nommé, ironiquement, d'après Franklin Doyle. Michael observa la manipulation se dérouler avec une frustration croissante. Ils enterrent l'histoire juste sous nos yeux, dit-il à Carla, alors qu'ils étaient assis dans le bureau du capitaine Torres, examinant les images non éditées de l'incident au tribunal. Pas complètement, répondit Torres, pointant vers les métriques des médias sociaux sur son ordinateur. La vidéo complète circule en ligne. Les médias indépendants la couvrent. Les gens posent des questions. Le téléphone de Carla sonna. Son contact au FBI. Ils ont accéléré l'enquête financière basée sur les révélations du tribunal, rapporta-t-elle, après avoir raccroché. Mais ils sont encore à des semaines de possibles mises en accusation. Sledge n'a pas de semaine, rappela Michael. Sa date d'exécution n'a pas été modifiée. Ce soir-là, Eleanor Moreno donna une interview émouvante sur une chaîne d'information indépendante. Mon fils n'a pas tué Franklin Doyle. Il a exposé les personnes qui l'ont fait. Les mêmes personnes qui se précipitent au maintenant pour l'exécuter avant que toute la vérité puisse éclater. L'interview fut regardée par des millions de personnes en ligne, mais à peine mentionnée dans la couverture des médias traditionnels. Pendant ce temps, dans l'unité restreinte de la prison, Sledge reçut un visiteur inattendu, le procureur Palmer lui-même. « Vous avez créé un sacré désordre », dit Palmer, s'asseyant en face de Sledge enchaîné. « Mais cela ne changera rien. » Sledge l'étudia calmement. « Cela a déjà changé. Vous pouvez contrôler les médias, mais vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens ont vu de leurs propres yeux. Ce que je propose est simple, » continua Palmer, ignorant le commentaire. « Une commutation complète en prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Tout ce que vous avez à faire est de rétracter vos accusations. Dites que c'était une manœuvre désespérée pour éviter l'exécution. » Le rire de Sledge était authentique. « Vous avez peur. Je suis pragmatique. Le gouverneur est préoccupé par la perception du public. Cette offre vient de plus haut que moi. Et si je refuse… » Palmer se leva pour partir. « Alors l'exécution se poursuit comme prévu. Votre choix, vivre avec vos mensonges ou mourir avec votre vérité. » Ce que Palmer ne réalisait pas, c'est que Carla avait convaincu le directeur de la prison d'enregistrer tous les visiteurs de Sledge, y compris cette conversation, qui était maintenant ajoutée au dossier de preuves grandissant. Le compte à rebours vers le jour de l'exécution avançait, mais les fondations de la conspiration commençaient à s'effriter. 3 ans plus tard, Carla Rivas était assise en face de Michael Reeves dans le studio où il terminait son documentaire. Justice fabriquée, l'histoire de Sledge Moreno. Les murs étaient couverts de chronologies, de photographies et de coupures de presse relatant l'affaire qui avait changé leur vie. « Cela ne semble toujours pas réel, » dit Carla, regardant le montage final joué sur le moniteur, des images de l'exécution de Sledge qui avait eu lieu malgré les révélations de dernière minute et l'enquête du FBI en cours. « Rien de tout cela ne l'est, » acquiesça Michael. Le procureur Palmer gagnant son siège au Congrès. Le juge Vance animant cette émission de commentaires. Juridique. Holloway prenant sa retraite en Floride avec ses millions. Le documentaire montrait des extraits de chaque homme dans leur nouveau rôle. Palmer parlant à la Chambre des représentants de loi et d'ordre. Vance analysant des affaires très médiatisées sur une chaîne câblée. Holloway pêchant sur son bateau de luxe. Mais il y a aussi l'autre côté, ajouta Michael, avançant au segment suivant du documentaire. L'écran montrait des agents fédéraux perquisitionnant les bureaux de Cityscape Development. Martin Reynolds étant emmené menotté, et des manchettes concernant l'enquête sur la corruption qui s'était lentement mais méthodiquement étendue dans les années suivant la mort de Sledge. 17 inculpations jusqu'à présent, nota Carla. Membre du conseil municipal, promoteur, officier de police. Porté purge 15 ans. Reynolds en prendra probablement 20. Mais pas Palmer,
Pas Vance, pas Holloway. La frustration de Michael était encore évidente. Les plus gros poissons ont échappé au filet. Pour l'instant, dit Carla, faisant glisser une clé USB sur la table. Le capitaine Torres a finalement eu accès aux preuves balistiques complètes. La balle qui a tué. Doyle a été définitivement associé à l'arme de service d'Holloway. Le FBI rouvre l'affaire contre tous les trois. Le segment final du documentaire montrait Eleanor Moreno sur la tombe de son fils, déposant des fleurs près d'une pierre tombale simple. Sa voix narrait sur l'image, lisant la dernière. Lettre de Sledge. Je n'ai pas été condamné pour qui je suis. J'ai été condamné pour qui ils avaient besoin que je sois. Mais au final, la vérité ne demande pas notre permission pour émerger. Elle trouve son chemin vers la lumière, même si ceux qui la disent ne vivent pas pour voir l'aube qu'elle apporte. L'écran montrait ensuite des images actuelles du quartier West Side. Non pas le développement de luxe qui avait été planifié, mais un centre communautaire revitalisé portant le vrai nom de Sledge, l'Académie de musique Dion Moreno. Des jeunes entraient portant des instruments, tandis qu'une fresque de Sledge à son piano veillait sur eux. Il a perdu sa bataille, narrait Michael dans les derniers moments. Mais la guerre pour la justice continue. Le système n'a pas échoué. Il a fonctionné exactement comme prévu, protégeant le pouvoir et la propriété plutôt que les personnes et la vérité. La question n'est pas de savoir si le système a besoin d'être réparé, mais s'il a besoin d'être entièrement réimaginé. Alors que le documentaire s'estompait au noir, un dernier texte apparaissait à l'écran. Une semaine après l'achèvement de ce documentaire, des actes d'accusation fédéraux ont été dévoilés contre l'ancien procureur Wesley Palmer, l'ancien juge Douglas Vance et l'ancien détective James Holloway pour conspiration, meurtre et corruption. Cette histoire continue. La vérité n'avait pas libéré Sledge, mais dans la mort, il avait accompli ce qu'il ne pouvait pas, dans la vie, exposer les rouages de l'injustice qu'il avait emportés, lui et tant d'autres, et forcer une prise de conscience qui résonnerait pour les générations à venir.